Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et surtout merci à vous de commencer la semaine avec nous. Une semaine qui débute sur les chapeaux de roue pour l'intersyndicale qui tôt ce matin avait déjà positionné ses troupes aux quatre coins de l'île. Mais le début de cette semaine sera également marqué par ces affrontements entre jeunes de Doujani et de Cavani Mtsapéré. Patrick Méan se trouve actuellement du côté du pont de Mtsapéré pour nous donner davantage de précisions sur la situation. On le retrouve tout à l'heure après les titres, mais je vous propose de découvrir l'actualité de ce lundi 11 avril. Le mouvement de grève générale a repris comme il s'est arrêté vendredi dernier. Ce matin, une grande partie de l'île était ainsi bloquée par les barrages. Les grévistes promettent que les choses sérieuses ne font là que commencer et qu'ils répondront au mutisme du gouvernement par un durcissement des actions. Le point dans votre journal. Ce dimanche se tenait le second tour de l'élection présidentielle aux Comores. Mohamed Ali Swali, Azali Assoumani et Mouni Baraka se faisaient face après une campagne des plus virulentes. Pour l'heure, les résultats sont encore provisoires, tandis que les différents camps affirment leur victoire à grands coups de désinformation. Rencontre avec les Comoriens à Mayotte qui suivent de près ce scrutin, ô combien important. Ce matin, le vice-rectorat présentait à la presse son projet académique 2016-2019. Un projet qui se veut ambitieux et qui a pour objectif d'offrir une éducation adaptée aux besoins de chaque élève du 101e département. Reportage à la fin de cette édition. Et l'intersyndicale avait annoncé après la trêve de ce week-end, la grève reprendrait de plus belle dès lundi. Eh bien, ce fut le cas. Bandrélé, Dzoumouénié, Pourouani, Mtsamoudou, Barakani, Kokoni, Kombani, Vaïbé, Tsararano. Voilà la liste des villages qui, tôt ce matin, ont été pris d'assaut par l'intersyndicale. Une intersyndicale qui a donc une nouvelle fois ce matin multiplié les barrages. Un mouvement qui continue de se durcir, mais qui pour l'heure ne soulève aucune réaction du côté du gouvernement. Toutes les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Le nord et le sud de l'île ont encore été bloqués très tôt ce matin. Bandrélé, Pourouani, Mtsamoudou, Vaïbé, Tsararano ou encore Dzoumouénié. Tous ces villages ont vu les barrages des syndicats s'ériger de bon matin. Un durcissement du mouvement annoncé en fin de semaine dernière. Le mouvement s'est intensifié comme vous avez pu le constater. Les accès sur Mamoudzou sont de plus en plus compliqués. Ce n'est rien d'autre que la résultante de ce refus de dialogue du gouvernement. Il est inadmissible qu'après quasiment une dizaine de jours de mobilisation, aucune ouverture de dialogue n'ait été enregistrée à ce jour. Donc c'est vraiment déplorable. En marge de la grève, d'autres barrages sont nés à Passamenti, Ouangani, Ongoujou ou encore Dembéni. Une nouvelle fois, le fait d'individus souhaitant semer la zizanie à Mayotte, mais pas de quoi pour autant troubler les grévistes. Dans la journée, rien ne va bouger tant que le gouvernement ne réagit pas, ne répond pas à notre demande. Les blocages resteront en position jusqu'à la fin de la journée et reprendront demain si ça ne bouge pas au niveau du gouvernement. Il faut constater que la population adhère à ce mouvement. Et que tant que le gouvernement n'aura pas réagi, n'aura pas ouvert le dialogue pour qu'on puisse discuter sereinement de l'ensemble de ces problématiques qui sont tout à fait légitimes, l'égalité sociale, le droit du travail, eh bien, pour l'intersyndicale, il n'y aura pas d'autres alternatives que d'encourager l'intensification de la mobilisation. Pas d'autre alternative que de bloquer l'île pour se faire entendre. Une tactique qui pour l'heure peine encore à faire réagir le gouvernement, mais qui devrait néanmoins continuer jusqu'au 26 avril prochain. Et parmi la foultitude de villages touchés par les blocages, Dzoumouénié est devenu l'un des points phares du mouvement. Depuis le début de la grève générale, le lieu est particulièrement proche au barrage. Ce matin encore, les grévistes ont remis le couvert au point qu'il était impossible de se rendre à Mamoudzou. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Bloqués, ces automobilistes accusent le coup. Ils disent vouloir se rendre au CHM, mais c'est résigné qu'ils doivent faire demi-tour pour rentrer chez eux.
ou wandri masungano fanya jishi sona tambu namnani ya lazima fanya une route nationale au beti de hono pas normal ça van comme sur tout hamir reno sur l'hôpital. C'est pas une autoroute, mais en autoroute, on ne peut pas passer. Là, il y a un chemin qui ont à la campagne. On a essayé de passer, mais ils ont refusé. Ils ont barré la route. Ils nous ont dit qu'il faut qu'on passe sur le grand route. Mais là-bas, il n'y a rien à faire. Là, on est coincé. Et pourtant, on voulait aller travailler. On retourne à la maison. On est coincé. On ne peut pas retourner. On ne peut pas aller avant. Pour cette nouvelle semaine de grève, les barrages au nord ont été dressés sur les points stratégiques des routes. À chaque barrage, des référents sont présents et restent en contact avec les grévistes qui occupent les autres barrages. Cet homme dit ne pas comprendre quelle est la réelle utilité de ces barrages. Place République ni washabali atumbaswa twasenda jeje vanhu kamwe mamdzoka psi watu wengi baraji zini kamwe dezimenyao baraji hizo maana harimwa vaibeno ho uswamiri hunu husiwa watu wa bare vale madza hunu komina kungu hunu kapsi mtu abala ho kapsi mtu abala bila balo lishikude dzimonye vano na malavuno ho tsangamjiwo ho na vaibeni. Carcasse de voiture, machine à laver, pneus, tous les objets peuvent rapidement servir de barrage, tandis que plus les jours passent et plus les Mahorais se sentent délaissés. Au lieu de négocier, au lieu de nous proposer, non, on préfère nous laisser gréver et après venir nous taper parce qu'on sait que le Mahorais il a peur. Le Mahorais il a peur de se faire fouetter et c'est la première chose et c'est la seule chose que notre préfet trouve à faire. Alors c'est malheureux. En tout cas, nous on tiendra et prenez vos responsabilités. Affirmez-le très clairement que nous, on est des sous-hommes ici et qu'on doit être bafoués tous les jours, à chaque fois qu'on revendiquera nos droits. Donc on est là et on y restera. Et à noter que le préfet Seymour Morsi se trouve actuellement à Paris où il doit rencontrer la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. Je propose maintenant de nous diriger du côté de Mtsapéré où se trouve en ce moment même Patrick Mian. Patrick, vous êtes en ligne avec nous? Allô Patrick, est-ce que vous nous entendez? Patrick Mian qu'on a à l'antenne. Oui, bien sûr Amina. D'accord, alors Patrick, vous êtes à Mtsapéré, oui, a priori, très bien, le climat est très tendu là-bas. Oui, exact. Alors je suis actuellement sur le pont de Mtsapéré, mais j'aurais pu me retrouver à Doujani ou à Cavani ou à Bonobo, parce qu'effectivement la situation est très tendue. Dans l'après-midi, un groupe de personnes composé de mamans, de papa. Patrick, on ne vous entend pas très bien. Au départ donc de Cavani, ont pris la direction de Doujani pour essayer de discuter et de trouver. Oui. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Voilà. Donc je disais qu'on était toujours sur le pont de Mtsapéré, où effectivement dans l'après-midi. Alors Patrick, je vous propose de revenir sur ces éléments tout à l'heure, juste après le sujet qui va suivre. Et on en vient maintenant à l'actualité dans les îles voisines et direction les Comores avec le second tour des élections présidentielles. Et ce dimanche, en effet, les Comoriens étaient appelés à aller voter pour le futur président de l'Union. Un scrutin qui s'est déroulé dans un climat sous haute tension. Le dépouillement pour départager les 3 candidats en lice a débuté ce matin. Et si sur place, l'ambiance est électrique, à Mayotte, l'élection suscite également de vives réactions, notamment chez les Comoriens vivant sur le territoire. Nous sommes allés à la rencontre de certains parmi eux. Voyons ce que cela donne dans ce reportage de Shakil Essouf et les Steve Imné. Ce second tour de l'élection présidentielle comorienne était très attendu. En effet, à chaque changement de gouvernement, les Comoriens ont espoir d'élire l'homme qui changera le destin de la population. Donc hier on a su le vote jusqu'à ce que à 23h. Jusqu'alors nous avons des résultats provisoires.
En fait, on a des résultats provisoires au niveau de Mamadou Mohamed Ali Swali à 63%. Et au niveau de Azali Assoumani à 53%. Au niveau de Mouni Baraka Swali à 52%. Donc tout ça sont des résultats provisoires, mais jusqu'alors, on n'a pas le résultat définitif. C'est à la CENI de nous donner la décision aujourd'hui vers demain. Très suivi par les Comoriens résidant à Mayotte, l'élection présidentielle reste le sujet de discussion préféré du moment. Et pour l'heure, les résultats provisoires vont bon train et chacun semble avoir ses sources d'information. Il y avait passé des troubles entre Anjouan et Moroni. Les Anjouanais qui vivent à Moroni, c'est Azali Assoumani qui a réglé cette situation, qui a fait la médiation pour apaiser le mouvement qui était comore, qui avait risqué de guerre civile. Il a calmé cette guerre civile entre les Anjouanais et les grands Comoriens. Comme aujourd'hui, les Comoriens sont tous partis aux Comores. Il y a ceux qui sont ici à Mayotte, il y a ceux qui sont à La Réunion, il y a ceux qui sont en France. Nous voulons que tous ces Comoriens retournent aux Comores pour vivre bien chez eux. Les déplacements entre les communes ont été interdits dimanche aux Comores, tant pour éviter le double vote que les troubles en marge du scrutin. Des barrages policiers ont été installés sur les principales routes du pays pour faire respecter cette interdiction avant la proclamation des résultats officiels par la Commission électorale nationale indépendante. Le pays va continuer de vivre dans l'incertitude d'un scrutin sous haute tension. Nous allons repartir du côté de Mtsapéré où se trouve en ce moment Patrick Millan. Patrick, vous nous entendez? Moi, je vous entends très très bien, Amina. Très très bien. Ça va mieux là, ça va mieux. Oui, alors Patrick, vous disiez tout à l'heure, des jeunes sont en train de s'affronter ou vont le faire. Qu'est-ce qui se passe clairement? Alors là, actuellement, je suis sur le pont de Mtsapéré. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais pu me retrouver à Doujani, j'aurais pu me retrouver à Cavani, mais c'est bien sur le pont de Mtsapéré. Pourquoi? Parce que en milieu d'après-midi, voire en fin d'après-midi, un groupement de personnes composé de mamans, de papas, mais également de jeunes en provenance donc de la zone Cavani, se dirigeait vers Doujani pour a priori discuter d'un différend qu'il y avait avec Doujani. Et au même moment, il y a des gens de Doujani qui se dirigeaient vers Cavani pour rencontrer les gens de Cavani. Seulement voilà, dans les groupes de Cavani et de Doujani, il y avait des jeunes qui étaient là pour en découdre. Certains étaient là même avec des tronçonneuses, d'autres avec des fusils harpons. Et ça a évidemment dégénéré très rapidement. La police est intervenue, la BAC est intervenue également. Là, je suis juste à côté, je ne sais pas si Jérôme peut vous le montrer, mais juste à côté de la SI, la section d'intervention, où effectivement, il a fallu intervenir tout à l'heure parce que là, juste derrière moi, au bout du pont de Mtsapéré, il y avait des jets de cocktails Molotov, vous avez bien entendu. On a assisté à ça, vous verrez certainement les images demain. On a assisté à des jets de cocktails Molotov, des bouteilles qui partaient et qui explosaient en feu au pied des policiers. Et du coup, évidemment, il y a eu une très très grosse tension dans le quartier, une tension qui pour le moment n'est toujours pas redescendue, Amina. Alors, on le sait, ce week-end, ça a beaucoup chauffé du côté de Mamoudzou. Est-ce que c'est la suite de ce qui s'est passé? Ouais, forcément, il y a un lien, même si on peut pas dire que c'est forcément ça, mais on nous parle d'un jeune qui aurait pris un coup de couteau ou un coup de tournevis, et puis un autre quartier, un autre village souhaite se venger. Donc, on peut facilement imaginer que c'est la suite. Mais si ça doit être une suite, c'est la suite d'une suite. Et encore avant, c'était la suite. Bref, c'est tous les soirs, il y a une bonne raison pour s'affronter entre différents quartiers ici à Mamoudzou, Amina. Alors je profite de l'occasion, Patrick, puisqu'on vous a à l'antenne. Ce matin, vous étiez sur les routes de Lille. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé au niveau de la grève. Alors, qu'est-ce que vous avez vu particulièrement? On a vu essentiellement des barrages, des barrages qui sont tenus, j'allais dire pour un tiers, des barrages officiels. Je ne sais pas si on peut s'exprimer comme ça, mais en tout cas des barrages tenus par l'intersyndicale avec des drapeaux de l'intersyndicale. Et puis pour les 2 tiers des autres barrages,
on va dire une petite vingtaine de barrages. C'est ce qu'on a appelé des barrages sauvages, c'est-à-dire des barrages qui ne sont pas tenus par l'intersyndicale, mais plutôt par des jeunes, souvent cagoulés, qui ont même tenté de racketter certaines personnes, et notamment du côté de Tsarano, du côté de Dembéni également. On l'a vu également dans le centre de l'île, où pour beaucoup de gens, ça devenait évidemment compliqué. Alors beaucoup de gens se posent la question, pourquoi les forces de l'ordre ne dégagent pas les barrages? Eh bien la raison elle est relativement simple, Amina, parce que si effectivement on devait sortir les barrages, les jeunes les remontent derrière dans la foulée et les véhicules se retrouvent bloqués entre les barrages. Et du coup, c'est là où les véhicules peuvent se faire ou casser ou caillasser, ou racketter, pardon. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces précisions. On rappelle, on vous retrouvera demain dans la matinale en direct pour justement un point sur la suite de ce mouvement de grève générale qui se poursuit, on le rappelle. Et justement, c'est la principale information, notamment de ce journal, la grève générale qui se poursuit et se durcit. Les barrages érigés dans de nombreux villages empêchent ainsi une large part de la population de l'île de se déplacer et surtout de se rendre à Mamoudzou. Ainsi, depuis plusieurs jours, les routes du chef-lieu sont quasi désertes, mais ceux qui ont eu l'occasion d'y circuler, le spectacle qu'ils ont vu dans certains quartiers n'était pas des plus ragoûtants. De nombreux trottoirs sont en effet devenus des poubelles à ciel ouvert. Des amas de déchets s'y entassent depuis plusieurs jours, faute de ramassage des ordures. Une situation qui n'a que trop duré et qui provoque le ras-le-bol de certains riverains. Et pour nous en rendre compte, nos équipes sont parties sur le terrain, notamment du côté de Cavani. Je vous propose de voir l'état des lieux de ce qui se passe dans ce reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limné. Des kilos d'ordures parsemés le long des trottoirs. Depuis quelques jours, de plus en plus de riverains se plaignent de vivre sous les déchets. Et dans le quartier de Cavani, le constat est sans appel. J'ai quitté Cavani il y a quelques mois. Pour différentes choses. Une insécurité qui est grandissante et puis des tas d'ordures qu'on croise un petit peu à différents lieux. Pas qu'à Cavani, il y en a dans d'autres endroits. Moi qu'est-ce que je pourrais dire? Simplement que ça me pose un petit peu des questions sur la santé, sur la santé de toutes les personnes qui vivent autour. À l'heure où des maladies comme la leptospirose sont en pleine recrudescence, ce genre de déchets dont raffolent les rats porteurs de la maladie inquiète les riverains. En effet, les risques pour la santé sont réels, tandis que de nombreux enfants s'amusent près des tas d'ordures. J'habite à Mtsapéré, j'ai un gros tas d'ordures devant chez moi aussi, comme beaucoup de gens ici. Et on parle de maladies, on parle de la leptospirose où il y a quelques cas. Oui, moi ça m'inquiète. Je pense que ça inquiète beaucoup de gens du quartier aussi. Il y a le jeu d'homme là. En fait, on vit dans des situations que c'est pas normal, quoi. Ouais, parce qu'en fait, les poubelles sont pas ramassées, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est pas bien. Pour nous, pour la santé des humains, quoi. Dans la journée, des riverains nous ont envoyé des images de camions venant ramasser les déchets à Massimoni. Une bonne nouvelle, même si de nombreux autres quartiers gisent encore sous les ordures. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 11 avril et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Alors que l'élection du président de l'intercommunalité du Sud avait été annulée le 25 mars dernier faute de quorum, celle prévue une semaine plus tard avait tourné au fiasco. De nouvelles convocations avaient depuis été envoyées par les deux camps samedi 9 avril à Bandrélé. Mais là encore, le ridicule ne tuant pas, les élus communautaires ont tenu non pas un mais deux conseils. La première réunion a eu lieu à 7h30 et a permis d'installer une première interco du Sud présidée par Bandrélé et Bouéni. À 9h, la place a été laissée à l'équipe d'Ismail Amdereman Saeva qui a installé son bureau en tant que président. Le budget a alors été adopté, donnant naissance à une deuxième intercommunalité du Sud. Alors qu'il ne reste que 4 jours pour déposer le budget en préfecture avant que les dotations de l'État ne s'envolent, la situation apparaît des plus pathétiques. Les deux camps se dirigent tout droit vers un affrontement devant le tribunal administratif avant que l'affaire ne se dirige jusqu'au Conseil d'État. En attendant, il faudra probablement à la population attendre jusqu'en 2017 pour jouir des dotations de l'État et des avancées qui vont avec.
La passe Longogori, plus communément appelée passe en S, fait partie des sites marins où la richesse écologique est la plus exceptionnelle à Mayotte. Il s'agit d'une zone réglementée où sont en théorie strictement interdits tout procédé de pêche quel qu'il soit, le ramassage de coquillages de toute nature, la destruction ou la récupération de coraux vivants ou morts, tout dispositif d'ancrage à l'exception de l'amarrage sur des bouées de mouillage prévu à cet effet. Problème, le braconnage quotidien dans la zone met en péril les richesses du site. Face à ce constat, le conseil de gestion du parc marin a souhaité décliner de manière opérationnelle un plan de gestion pour le site de la passe en S. Cette déclinaison s'organise autour de 4 grandes thématiques: l'organisation d'une surveillance renforcée et le respect des dispositions réglementaires, l'accompagnement des usages par une politique d'aménagement adaptée, l'information et la sensibilisation des usagers et enfin l'amélioration de la connaissance et la mise en œuvre de suivi des milieux et des usages. Autant de mesures qui doivent permettre de reconquérir la passe en S, abandonnée depuis trop longtemps, aux mains des braconniers. Un vaste réseau de passeurs de candidats à l'immigration clandestine vient tout juste d'être démantelé. Selon le procureur de la République Joël Garrigue, au terme d'une enquête minutieuse commencée fin 2015, la brigade mobile de recherche de la police aux frontières de Mayotte est parvenue à démanteler un réseau d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier qui organisait depuis plus d'un an 6 à 7 passages de Kwassa-Kwassa par semaine entre Anjouan et Mayotte. Ce réseau aurait ainsi permis l'entrée d'environ 2000 à 2500 personnes sur le territoire. Ces individus ont ainsi été placés en détention provisoire et risquent de très lourdes peines de prison, pour un business estimé entre 600 000 et 1 million d'euros. Et coup de projecteur maintenant sur l'éducation à Mayotte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le 101e département en la matière n'est pas au bout de ses peines. Mayotte est ainsi le seul département français, métropole et outre-mer confondus, à être intégralement classé en REP, comprenez réseau d'éducation prioritaire. Le dispositif concerne les écoles du premier degré et les collèges qui remplissent tous les critères de difficulté. 4 au total sont ainsi pris en compte: le pourcentage d'élèves issus de catégories sociales les plus défavorisées, le taux de boursiers, le pourcentage d'élèves issus de zones urbaines sensibles et enfin le pourcentage d'élèves en retard à l'entrée en 6e. C'est donc un vaste chantier qui s'annonce pour le vice-rectorat à Mayotte et Nathalie Costantini en a conscience. La vice-rectrice qui a d'ailleurs présenté le projet académique 2016-2019 ce matin lors d'une conférence de presse. Décryptage avec Adèle Laurent. 3 000 enfants scolarisés en 1976, 92 616 à l'heure actuelle. L'éducation à Mayotte a considérablement évolué depuis 20 ans, mais de nombreux points restent à améliorer. La vice-rectrice Nathalie Costantini a présenté ce matin le projet académique 2016-2019. Orienté autour de 3 axes, la formation, la construction des parcours et les conditions d'enseignement, ce projet vise notamment à offrir à tous les élèves la possibilité de réussir, avec le suivi le plus personnalisé possible. Et c'est pour offrir une éducation appropriée aux élèves allophones qu'un CASNAV a été mis en place à Mayotte. Nous avons construit un CASNAV qui sera effectif à la rentrée avec une offre qui sera à 4 étages différents et qui, chaque étage, tenant compte d'un niveau spécifique des élèves. Donc un premier étage où on sera plutôt sur de l'intégration pour instruire et commencer à faire comprendre les codes de l'école. Un deuxième niveau où on sera sur une problématique liée à la maîtrise de la langue française. Un troisième niveau qui continuera à perfectionner le travail sur la langue française, mais qui intégrera de plus en plus en classe ordinaire. Et puis le quatrième niveau où on sera dans une classe ordinaire avec de temps en temps des moments d'exclusion de la classe pour essayer de travailler, d'approfondir certaines lacunes chez nos élèves. Et pour les jeunes qui souhaitent s'engager sur des formations spécifiques, pas toujours présentes à Mayotte, des partenariats sont mis en place dans le cadre du Bac+3, Bac-3, qui concerne donc les 3 années avant et après le bac. Pour le Bac+3, il s'agit de préparer ces jeunes à la quantité et à la qualité de travail qui leur sera demandé durant leur future formation. Quant au Bac-3, des partenariats sont en train d'être mis en place avec des académies métropolitaines, comme nous l'explique Nathalie Costantini. Sur le Bac-3, c'est aussi à partir du niveau de 3e, de pouvoir construire des partenariats avec 4 académies de métropole pour diversifier notre offre de formation et permettre une égalité réelle pour les jeunes qui sont sur Mayotte, c'est-à-dire par exemple de pouvoir s'engager sur des formations d'optique alors que nous n'en avons pas sur le territoire,
par un partenariat avec une académie de métropole qui du coup accueillera nos enfants et les suivra jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Ce document académique propose donc des projets innovants en termes d'offres de formation. Cette conférence de presse a également été l'occasion de faire le point sur l'insécurité touchant de nombreux établissements scolaires de l'île Hippocampe. Je ne souhaite pas qu'on dise qu'il y a de l'insécurité dans les établissements scolaires. Je pense que nos établissements scolaires, les personnels qui sont à l'intérieur des établissements scolaires prennent suffisamment de risques pour garantir la sécurité des enfants, pour qu'on arrête de discréditer cette institution. Je crois qu'on peut dire qu'en effet, actuellement, en plus, avec les situations de conflit qui existent, les enfants sont dans des situations de crainte et d'énervement qui font qu'il y a des débordements qui peuvent se produire, mais ces débordements-là se font aux abords de nos établissements scolaires, ils se font à l'extérieur dans les villages, ils ne se font pas forcément dans les établissements scolaires, et quand ils se font dans les établissements scolaires, c'est rarement pour des questions qui relèvent de l'école au premier chef. Pour le département en construction qu'est Mayotte, l'éducation constitue un enjeu immense pour la jeunesse et par extension pour la société. En effet, l'instruction est un levier essentiel pour le développement de l'île. L'Académie de Mayotte et ses partenaires devront donc travailler d'arrache-pied afin de relever les importants défis qui les attendent, mis en exergue dans ce projet académique. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur notre site l'infoquesi.fr, sur notre page Facebook. Demain, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. À 7h, Rivo sera l'invité de la matinale. À 7h30, Daniel Lamarque, grand maître adjoint du Grand Orient de France, répondra aux questions de Samuel Bocher et de Flo et d'Isabelle Fargier. Je vous donne rendez-vous demain, pareil, même heure, même chaîne pour une nouvelle édition. En attendant, ne ratez pas à 20h ce soir votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente soirée à vous sur KTV.